Bonjour, je suis Alain Bernard, pasteur et homme d'affaires ici au Québec, Canada. Et j'ai avec moi Averti, qui est du Congo, en Afrique. Et maintenant, il reste en Beauce aussi, au Québec. Et depuis un an, je connais Averti. C'est un grand privilège de le connaître et apprendre de ce qui se passe au Congo. Et depuis 2012, Averti est impliqué dans son communauté avec l'éducation des enfants. Et c'est très beau de voir qu'est-ce qui se passe en Afrique. Averti, donne-nous une idée du peuple que tu aides en Afrique. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. Le travail que je fais concerne exclusivement les peuples autochtones. Donc les peuples autochtones sont un peuple marginalisé, un peuple stigmatisé. Et depuis l'origine de la République du Congo, donc dans ma communauté, on n'avait aucun autochtone qui avait déjà franchi le cycle du secondaire. Et donc ma mission était donc d'aider cette communauté afin de leur donner les mêmes chances de réussite que tous les enfants. C'est bien. Voici une vidéo pour démontrer la vie d'un autochtone. Depuis des siècles, les Pygmées, actuellement appelés autochtones au Congo-Brazzaville, sont considérés comme les sous-hommes par leurs voisins bantous. On nous appelle parfois les hommes de la forêt parce que nous vivons en majorité dans les forêts, loin de la discrimination et la stigmatisation. Parce que nous ne vivons que de la chasse, la cueillette et la pêche, ils pensent que nous n'avons pas besoin d'une éducation scolaire. Mais vous pensez le contraire. Au niveau de l'éducation, combien d'écoles, on parle d'un certain nombre d'écoles, et comment ça fonctionne au niveau du primaire, secondaire au Congo? Je vais parler spécifiquement de ma communauté, donc du district de Bambama, qui est l'une des communautés les plus pauvres de la République du Congo. Et la communauté est élargie sur une distance d'environ 80 km. Et chaque village, donc c'est composé de 10 villages. Donc chaque village a une école primaire, mais le secondaire se trouve au centre. Donc lorsque les enfants finissent les écoles primaires dans leur village respectif, doivent se déplacer pour venir au centre pour le secondaire. Et une fois le secondaire fini, ces enfants doivent voyager donc hors de la communauté à 250 km pour avoir accès au lycée. Wow, c'est une bonne distance. Et depuis 2012, as-tu des enfants qui ont complété leur école et maintenant ils sont dans une profession? Exactement, c'est ce qui est génial dans ce que nous avons lancé depuis 2012. Comme je disais au départ, avant qu'on ne commence avec l'aide sur l'éducation des autochtones, il n'y avait aucun autochtone de la communauté qui avait atteint le cycle du lycée. Mais à travers nos activités, par rapport à ce que nous faisons, nous avons eu pour la première fois en 2016 les 2 premiers lycéens autochtones de l'histoire de la communauté. Wow. Et l'année qui suivait, en 2017, nous avons complété les 2 autres admis au lycée. Et là, l'année passée, donc en 2019, nous avons eu les 2 premiers autochtones de l'histoire de la communauté qui vont bientôt travailler pour le gouvernement parce qu'ils ont réussi le concours pour devenir les gardiens de la faune et de la flore. Wow, c'est plaisant de voir. C'est vraiment des premières fois comme ça dans la communauté depuis que nous avons commencé avec nos activités. C'est les premiers, puis il y en a plusieurs à suivre. Oui, exactement. Donc, comment que le gouvernement assiste les enseignants dans le village, les étudiants et même les livres, leurs besoins qu'ils ont? Comment que le gouvernement s'implique? Oui, c'est là le grand challenge dans notre communauté parce que d'abord, du point de vue enseignant, nous avons un déficit criard des enseignants. Au départ, vous avez dans une école, l'école primaire par exemple de 5 salles de classe, au début il y avait parfois un seul enseignant pour les 5 niveaux d'études au primaire. Et ce que la communauté a fait aujourd'hui, c'est
trouver les enseignants bénévoles au sein de la communauté. Donc nous avons des jeunes qui ont étudié, qui sont allés jusqu'à l'université et vu qu'ils n'ont pas eu d'emploi en ville, ils sont revenus au village. Et la communauté les utilise comme enseignants dans des écoles. C'est ce qui fait que les parents soient obligés de contribuer pour payer ces enseignants-là. Je vois. Et on sait, nous autres, de distance, on entend souvent que les différents pays vont assister, les pays en Afrique, comme le Congo, etc. Est-ce que les fonds se rendent dans les villages? Comment que cet argent-là est distribué? Je pense, sans risque de me tromper, que l'argent, donc l'aide au développement que les pays développés envoient en Afrique, cette aide est vraiment utilisée, ces aides plutôt sont vraiment utilisées dans les grandes villes. Okay. Moi j'ai grandi à Bambama, c'est une petite communauté, je ne me souviens pas avoir vu un véhicule de l'UNICEF, je ne me souviens pas avoir vu un programme d'aide à l'éducation. Donc je me dis que tout ce qui est comme aide au niveau de qu'on donne souvent s'arrête dans des grandes villes et ça n'arrive presque jamais dans des villages reculés comme les nôtres. Et il y en a plusieurs villages reculés. Villages, oui, plusieurs villages. Ils ont besoin d'aide et d'assistance, bien sûr. Donc, quels sont les défis? On essaie d'aider les personnes à travers l'éducation. Quels sont les défis au niveau de l'éducation? Disons, les parents ont-ils le moyen d'envoyer les enfants à l'école? Vous savez, dans ma communauté, par exemple, il n'y a pas d'entreprise. Donc, déjà, un manque criard des enseignants, donc les parents ne travaillent pas. Donc, pour envoyer les enfants à l'école, préparer la rentrée scolaire, donc acheter des livres, des cahiers et payer les enseignants bénévoles, c'est quelque chose de difficile pour donner $25 pendant une année, c'est vraiment difficile. Voilà pourquoi nous collectons les fonds pour payer pour l'éducation des enfants autochtones. Et donc, c'est des gens très pauvres qui sont vraiment incapables de payer pour leurs enfants. Ça, c'est la première chose, la première difficulté que les parents ont. La deuxième difficulté, c'est la distance. Je vous ai dit que la communauté était élargie sur pratiquement 80 km. Wow. Et vous avez des enfants de 12 ans qui ont fini avec l'école primaire, qui doivent marcher des kilomètres, disons 40 km à pied, apportant avec eux la nourriture qui leur permettra de vivre pendant une semaine. Et nous sommes dans une zone tropicale où il pleut pratiquement tous les jours. Donc vous avez des distances comme ça où les enfants doivent parcourir à pied, ce qui rend les choses difficiles et qui augmente chaque année les taux d'abondance scolaire. Et en dehors de ça, vous avez aussi des enfants qui quittent la communauté parce qu'ils vont aller au lycée et ils doivent se déplacer à 250 km de leur communauté, donc cette fois-ci en ville. Et les réalités de la ville sont souvent compliquées, ce qui fait que l'école débute en octobre et dès novembre, vous avez des enfants qui retournent au village parce qu'ils n'arrivent pas à supporter, payer le loyer, acheter à manger et ainsi de suite. Donc, je vous encourage de regarder ce vidéo de cette jeune fille dans le comité qui fait face à ce défi avec plusieurs de la distance à l'école. Je m'appelle Ndala Sissi, j'ai 15 ans, je suis en classe de 5e. Je suis originaire de Simombodo, un village situé à 40 km de Bambama. Je n'ai pas de parents à Bambama. C'est pour cela que je suis obligée de marcher tous les vendredis et dimanches pour venir au collège avec ma soeur Estherlie qui a 17 ans. Nous louons un studio que nous payons 1500 chaque fin du mois. Nous avons plusieurs difficultés. La première difficulté, c'est faire la navette et venir chaque vendredi et dimanche à pied. On a des autres difficultés de payer la maison parce que nos parents sont incapables de nous payer la maison chaque fin du mois. L'autre difficulté, c'est avoir à manger. Pour me ravitailler, je quitte ici chaque vendredi pour aller chercher à manger pour revenir chaque dimanche. Chaque année, les élèves de mon village abandonnent l'école à cause de cette souffrance. Donc, quel est le but, Averti? Présentement, on a environ 67 enfants autochtones qui vont à l'école et certainement, il y en a plus à venir. Le but pour moi, parce que j'ai grandi dans ce milieu-là,
j'ai grandi dans ce milieu où avoir accès à l'éducation est un luxe. Et j'ai souligné tout à l'heure qu'avant qu'on commence, il y avait une communauté, donc les autochtones, qui ne partaient pratiquement pas à l'école. Et nous pensons que nos pays ne peuvent pas se développer en mettant à l'écart une certaine catégorie de personnes. Voilà pourquoi l'objectif pour mon organisation, c'est de donner les mêmes chances de réussite scolaire à tous les enfants, bien qu'issus des familles pauvres, pour que eux aussi ils puissent être des jeunes capables d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction du Congo, de la communauté et pourquoi pas du monde. C'est bien. Au niveau de l'éducation des parents, elles sont bien éduquées en général? Les parents, en ce qui concerne les peuples autochtones, c'est déjà, ils ne savent ni lire ni écrire. Et donc, c'est parmi les facteurs qui rendent l'éducation difficile auprès des enfants autochtones. Parce que lorsqu'il y a des exercices à faire à la maison, les enfants sont abandonnés parce que les parents ne savent pas lire et écrire. Voilà pourquoi nous avons un projet en vue, l'ouverture d'un centre d'alphabétisation pour apprendre à lire et écrire aux parents afin qu'ils soient capables d'aider les enfants dans les exercices scolaires à la maison. C'est bien. Donc, si vous voulez faire partie de ces projets, s'il vous plaît, nous contacter. Prenez le temps de regarder les besoins aussi qu'on va mettre sur l'écran. Et sachez qu'Averti a vécu au Congo pour plusieurs années. Et aussi, présentement, il est au Québec, bien sûr, mais il y a des contacts directs sur le champ avec des personnes qui sont responsables, qu'on est en contact avec régulièrement et qu'on veut vraiment faire une différence au niveau de l'éducation des enfants, des parents et s'impliquer. Avec la technologie aujourd'hui, je crois qu'on peut faire des choses. Avec la technologie, effectivement, on peut faire des choses, on peut changer les vies et on peut tous, en fait, pour moi, je vois que c'est une opportunité pour nous de contribuer à l'évolution de l'humanité et aider les gens en difficulté. C'est bien. Merci.